Bon, d'abord, je dois vous dire que j'ai jamais été face à un amphi d'étudiants aussi nombreux. Il en est un parmi vous qui pense que je suis un sale type qui fait libérer des criminels, qui vient de me le dire. 98% des scientifiques sont d'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne les croirait pas? Surtout, n'écrivez pas de livres. Si vous commencez à écrire, vous allez perdre la mémoire. Ouais, ça s'est produit. Est-ce que notre démocratie, nos institutions sont suffisamment solides aujourd'hui pour faire face aux défis? Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Ce soir, nous avons l'immense honneur d'accueillir M. François Hollande. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Des présidents de la République française, il y en a eu 25. De la Ve République, 8. François Hollande est un homme ordinaire qui a eu un destin extraordinaire et tout à fait unique. Commençant ses études à l'Institut des sciences politiques de Paris, en parallèle avec des études de droit, il se destine d'abord à une carrière d'avocat. Une rencontre avec des députés l'incite à intégrer HEC, esquivant tout de même l'épreuve des classes préparatoires, et à s'engager en présidant le comité de soutien à François Mitterrand. Il intégrera ensuite l'ENA, où il rencontrera notamment Ségolène Royal, et il s'engagera au Parti socialiste en 1979, se lançant ainsi dans sa carrière politique. Je pourrais vous parler de la carrière de François Hollande pendant longtemps, des différentes intrigues internes au PS, à ses victoires aux élections locales et européennes, en passant par ces histoires de cœur. Mais si vous êtes venus aujourd'hui, c'est avant tout pour entendre s'exprimer un ancien président de la République. Revenons sur votre quinquennat. Il a été particulièrement marqué par différentes crises et attentats, mais aussi par l'aboutissement de projets phares. Je vous propose de revoir tous ensemble les moments forts de ces années. Commençons par votre investiture solennelle le 15 mai 2012, lors de la passation de pouvoir de Nicolas Sarkozy, votre prédécesseur. Votre mandat commencera sous la pluie, lors de votre investiture, et la pluie vous suivra lors de vos multiples déplacements. Vous direz même, lors d'une conférence de presse, en tant que président de la République, je ne peux pas supprimer la pluie. Je ne peux pas non plus la provoquer, même si certains ont imaginé cette hypothèse. Vous l'avez promis, vous l'avez fait. Bien que controversée en France, la loi pour le mariage pour tous a été promulguée le 17 mai 2013, après plusieurs mois de débats. Le 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo choquent toute la France. Vous défilez ici dans la marche pour la paix, accompagné d'Angela Merkel, David Cameron et Benjamin Netanyahou. Le 13 novembre de la même année, une nouvelle vague d'attentats paralyse la France. Au Bataclan et au Stade de France, les morts se comptent par dizaines. Vous rendez ici hommage avec votre homologue américain Barack Obama et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Passons maintenant à un événement plus réjouissant. Lors de la COP21, vous réussissez l'exploit de mettre d'accord 195 pays sur un texte voué à ralentir et stopper le dérèglement climatique. On vous voit ici célébrer cette victoire aux côtés de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, et Laurent Fabius, que nous avons reçu en septembre à la centrale Supélec.
L'été 2016 a été sportif à Rio, d'où l'équipe française est revenue avec 10 médailles d'or, 18 médailles d'argent et 14 médailles de bronze. Vous accueillez et récompensez ces champions à l'Élysée par la Légion d'honneur et l'Ordre du Mérite. Le 8 mai 2017, vous conviez à votre successeur, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, à la cérémonie du 72e anniversaire de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Votre mandat s'achève désormais. Pour toutes les déclarations faites pendant votre mandat, on vous discerne le prix de l'humour politique en 2017. Ce quinquennat fut intense et chargé, comme nous avons pu le voir, et François Hollande en est ressorti certainement changé par ses années d'exercice de pouvoir permanent. Il prend maintenant du recul face à cette aventure, afin d'en tirer les meilleures conclusions et conseils pour ses successeurs. Dans les leçons du pouvoir et répondre à la crise démocratique, il met à profit son expérience de président pour réfléchir sur les problèmes actuels de la société. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Monsieur le Président. Merci Anna pour cette présentation. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais d'abord vous proposer de réagir à cette courte présentation qui a été faite de votre parcours. C'était bien court pour tout un quinquennat. Je disais c'était bien court pour tout un quinquennat, mais c'était bien long à entendre sur un certain nombre d'événements. Je vous remercie parce que c'est jamais facile de restituer d'abord le parcours d'une femme ou d'un homme politique, et puis aussi le récit d'un mandat. Et je pense que vous avez puisé aux meilleures sources. Et ce qui m'a fait plaisir en vous écoutant, c'est que la salle a réagi sur ce que je pense être des événements importants pour la vie de notre société, et notamment le mariage pour tous ou la COP 21. Et si vous n'avez pas pu applaudir parce que vous aviez cette réserve, c'est sur ce que la France a pu avoir comme réaction quand il y a eu des attentats qui ont meurtri notre pays. Et c'est parce que nous avons été capables de faire face, de faire bloc, que nous avons pu non pas simplement résister, mais surmonter cette épreuve. Et puis il y avait cette belle image de cette manifestation qui reste dans toutes les mémoires. Je dis souvent, pour m'en amuser, merci pour l'humour, des manifestations contre des chefs d'État et de gouvernement, il y en a beaucoup, encore en ce moment, et pas simplement en France, mais des manifestations de chefs d'État et de gouvernement qui, dans les rues de Paris, au moment même où il y a eu des attentats terroristes sur ce boulevard Voltaire, qui viennent pour saluer ce qu'est la France, ce que représente la liberté, ce que l'esprit de Charlie pouvait représenter à l'échelle du monde. Je pense que vous pouvez, de ce point de vue, éprouver la même fierté qui fut la mienne, c'est-à-dire il n'y a qu'en France qu'on est capable d'organiser cette manifestation de chefs d'État et de gouvernement et de plus de 4 millions de nos concitoyens pour défendre la liberté et les valeurs qui sont les nôtres et que nous devons absolument défendre et partager. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre livre s'intitule « Répondre à la crise démocratique ». Il fait le point sur la stabilité des institutions de la Ve République, ainsi que la stabilité de l'offre et des partis politiques en France de nos jours. Il propose un ensemble de solutions et de mesures censées apporter une solution aux problèmes qui se posent à la Ve République. Mais nous, ici, étudiants à Centrale Supélec, nous posons cette question. Pourquoi pensez-vous qu'il soit nécessaire de réformer les institutions de la Ve République ? Alors d'abord, la crise démocratique, elle n'est pas un phénomène français ou européen. La crise démocratique, elle touche tous les grands pays ou les pays qui ont cette tradition et qui vivent la même contestation, c'est-à-dire une volonté de mettre en cause les institutions dans ce qu'elles ont de plus lointain ou de distant par rapport au peuple, une même aspiration à la participation directe, une même préoccupation de ne pas se faire voler son droit d'expression par les corps intermédiaires, qui va jusqu'à même contester les élus, leurs représentants,
et la légitimité même des gouvernants. Donc la crise démocratique, elle se mesure pas simplement à la montée des populismes partout, ou même à la manière avec laquelle des dirigeants aujourd'hui se comportent, et notamment Donald Trump ou d'autres ici en Europe. Elle se mesure aussi à l'attitude de beaucoup de nos concitoyens qui ne partagent plus le même consensus à l'égard des règles de la démocratie et même des institutions. Et vous avez raison de dire que la Constitution de 58, les institutions de la Ve République qui avaient été accouchées dans un moment de tumulte. Il faut savoir comment est née la Ve République, c'est-à-dire il y avait un coup militaire, contestation de la 4e, et le général de Gaulle qui se présente en sauveur. Donc pendant des années, la Ve République avait été contestée, puis sans doute que l'alternance de 1981 y a été pour beaucoup, la victoire de la gauche, François Mitterrand, la Constitution, les institutions devenaient finalement consensuelles, partagées et organiser les alternances sans que le peuple ou les citoyens en viennent à vouloir un changement. Et puis depuis quelques années, il y a eu des propositions de multiples sortes, de 6e République, sans qu'on sache exactement à quoi ça correspondait, et plus récemment encore, le mouvement des Gilets jaunes était une forme de contestation même des institutions et de désacralisation du pouvoir, et qui s'explique aussi par les dérives de cette République que moi-même j'ai pu accompagner, donc je pourrais m'en expliquer. C'est-à-dire que le quinquennat, raccourcissement donc du mandat, le calendrier électoral qui fait qu'on élit une Assemblée nationale tout de suite après l'élection présidentielle, a abouti, enfin ce phénomène a abouti à ce qu'il y ait une concentration du pouvoir au niveau du président ou de l'exécutif, un affaiblissement de l'Assemblée nationale, et sans que pour autant on vive en France une décentralisation aboutie. À partir de là, il y a une demande de participation directe, l'idée du référendum d'initiative citoyenne ou de toute autre forme de référendum, locaux ou nationaux. Et on vit aussi une volonté de mettre en cause chaque fois le président de la République, quel qu'il soit, parce que aussi légitime soit-il, il est la cible de toutes les contestations. C'est pour ça que j'en arrive à la conclusion qu'à la fois pour protéger le président et pour permettre qu'il y ait une assemblée qui représente davantage les citoyens et qu'il y ait aussi des territoires qui se sentent mieux représentés et des catégories sociales aussi, j'en suis arrivé à souhaiter et à proposer une réforme des institutions. Et notamment avec la suppression du poste de Premier ministre, donc d'aller jusqu'au bout du régime présidentiel, mais qui, contrairement à bien des idées reçues, est en réalité l'affirmation du pouvoir du Parlement. Aux États-Unis, pour prendre cet exemple-là, puis je serai plus court, vous avez vu que Donald Trump a pris la responsabilité d'assassiner un général iranien. Et le Congrès américain a immédiatement réagi en disant est-ce qu'il avait bien le droit de prendre cette décision? Et il va y avoir un vote dans le Congrès américain qui va aboutir à ce qu'un texte soit voté pour limiter les possibilités d'agir du président des États-Unis, en particulier donc de Donald Trump, parce que je pense qu'il pose un problème particulier. Et donc le Congrès s'affirme, y compris dans un domaine qui pourrait être regardé comme réservé. Donc dans la démocratie américaine, il y a même une procédure, l'impeachment, qui est engagée. Donc le Congrès, Parlement aux États-Unis a beaucoup plus de pouvoir que le Parlement ici en France, et même que le Parlement britannique. C'était intéressant de voir quand il y a eu le Brexit, combien Boris Johnson a essayé de contourner la Chambre des communes, alors qu'on prétendait que c'était l'institution qui représentait le plus le parlementarisme. Alors je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là et d'avoir clarté dans l'exécutif. À quoi sert véritablement un Premier ministre? On voit bien qu'en ce moment, il a néanmoins un service à rendre, mais il a été traité souvent de collaborateur ou de rival quelquefois pour le président. Tout ça n'est pas forcément très sain.
Et on est dans une fiction de régime parlementaire, donc il faut aller jusqu'au bout et permettre le rééquilibrage de nos institutions et une participation plus grande des citoyens. De ce point de vue-là, il y a une convention citoyenne de gens tirés au sort, c'est une formule, de référendum plus fréquent sur des sujets, c'est une autre formule, mais il faut que les citoyens s'emparent davantage de leur démocratie, de leur république, sinon la distance va s'établir et c'est là que les populistes peuvent avoir davantage d'opportunités pour arriver au pouvoir. Alors, à prendre une question du public maintenant, avant d'en redonner une autre. Oui, question. Il faut bien que la lumière, je dis ça, soit moins intense, même si vous me verrez moins avec toutes mes qualités, tous mes défauts, pour que je puisse vous voir davantage. Alors, qui pose la question? Oui, Monsieur le Président, de l'autre côté. Oui, bonjour. Donc, je suis en accord avec ce que vous avez dit, et moi je voulais savoir quelles mesures vous aviez mises en œuvre pendant votre quinquennat pour justement changer les institutions. Alors j'avais proposé, mais tout ça est de l'ordre de l'histoire, une révision de la Constitution, mais très limitée en réalité, qui visait surtout à établir l'indépendance de la magistrature. Parce que j'estimais que, peut-être par rapport à un passé qui n'était pas si lointain, il fallait que les juges puissent faire leur travail sans être mis en cause ou suspectés d'être soumis au pouvoir exécutif. Donc pour moi, la priorité était d'établir l'indépendance de la magistrature. J'aurais voulu aller plus loin et notamment faire des réformes qui étaient, pour ne pas que le président de la République puisse siéger au Conseil constitutionnel quand il avait quitté son mandat, pour qu'il y ait sûrement des mesures plus contraignantes sur la transparence, mais j'avais donc fait deux réformes qui n'étaient pas d'ordre constitutionnel. La première, c'est le non-cumul des mandats pour les parlementaires, ce qui d'ailleurs s'est appliqué, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus exercer un mandat d'exécutif local. Et j'avais créé, à la suite de l'affaire Cahuzac, la Haute Autorité pour la Transparence, et vous avez vu qu'elle a eu quelques effets, hein, jusqu'à rendre plus difficile la candidature d'un prétendant à l'élection présidentielle. Et d'autre part, de permettre qu'il y ait une déclaration de patrimoine, déclaration de conflit d'intérêts, ce n'est jamais suffisant. C'est ça d'ailleurs un des problèmes que l'on rencontre, c'est que la voracité du citoyen maintenant est telle que ce qui est mis en cause, ce n'est pas simplement tel ou tel privilège, s'il en existe encore, des élus, c'est même l'idée même d'avoir des représentants. Et c'est là qu'il faut fixer la limite. Autant il est légitime que les élus rendent des comptes, que les élus soient responsables lorsqu'ils commettent des fautes, que les élus ne disposent pas d'avantages exorbitants du droit commun, autant il faut leur reconnaître leur rôle, leur légitimité, leur place, quelle que soit leur sensibilité, parce que sinon, à ce moment-là, nous sommes dans non pas un excès de démocratie, la démocratie peut connaître des abus, mais n'a pas d'excès, mais nous sommes véritablement dans un risque, c'est-à-dire que tout élu ou toute représentation devient illégitime. Et ça, c'est extrêmement grave pour la confiance. C'est un problème de confiance. Alors, c'est la réponse que je peux vous adresser. Sur ce que nous pourrions faire maintenant, ça dépend beaucoup de l'élection présidentielle. Il n'est pas possible de réviser profondément nos institutions sans associer le peuple à cette délibération. Ainsi, quand il y a eu le quinquennat, qui a été donc pendant la période de cohabitation voulu par Jacques Chirac et Lionel Jospin, il y a eu un référendum, qui d'ailleurs n'a pas connu un succès considérable, mais il y a eu quand même un référendum. Et s'il devait y avoir un changement plus profond des institutions, il faudrait bien sûr que le peuple puisse se prononcer par référendum et que le président de la République qui en déciderait les présenter au moment de la campagne présidentielle aux Français pour que ça n'apparaisse pas comme une convenance personnelle ou un arrangement de circonstances. Alors, on a répondu sur le fond à pourquoi ce besoin de changement d'institution. Et j'ai envie de vous poser une question aussi sur la forme. Il y a eu, sous la Ve République, de nombreuses réformes constitutionnelles.
Certaines sont assez méconnues, par exemple celle de 2008. D'autres sont très décriées, comme celle du traité de Lisbonne. Et donc ma question est, pourquoi vous pensez que pour recréer ce lien entre les élus et le peuple, on soit obligé de passer par une réforme constitutionnelle et pas, par exemple, par un changement de manière de travailler des élus ou un changement des hommes, finalement, un renouvellement de la sphère politique? Le renouvellement, il a déjà eu lieu. Est-ce que ça a changé les pratiques? D'une certaine façon, oui. Est-ce que ça a été bon pour l'expression de la démocratie? C'est un débat. Est-ce que ça a permis à des élus qui n'avaient pas d'expérience politique à tout niveau de pouvoir être plus en phase avec le pays, de mieux l'appréhender, de mieux l'entendre? Je ne suis pas sûr. Donc ça ne suffit pas. Le dégagisme qui s'est produit, pas simplement en France d'ailleurs, n'a pas profondément changé la manière de faire ou n'a pas réhabilité la démocratie. Et d'ailleurs, quand on utilise l'argument du dégagisme, c'est-à-dire l'antisystème, en disant qu'il faut changer une classe politique qui ne s'est pas suffisamment renouvelée, il faut faire en sorte que ceux qui ont exercé le pouvoir longtemps puissent laisser la place. Quand vous exercez le pouvoir, dès que vous arrivez finalement à la responsabilité suprême, vous êtes victime vous aussi du dégagisme. C'est un poison qui est un poison de temps long. Sur la crise de la démocratie, elle n'est pas simplement qu'une crise institutionnelle, pas parce qu'on va changer les institutions que d'un seul coup la confiance va revenir. Dans une société qui est inégalitaire, où beaucoup de nos compatriotes se sentent méprisés, peu considérés, abandonnés, oubliés. Ce n'est pas en leur disant je vais supprimer le Premier ministre, faire que le Parlement ait davantage de pouvoir, améliorer la décentralisation, que cette critique fondamentale d'une démocratie oublieuse de ses citoyens va tomber. Donc il faut essayer de recréer des liens et de redonner le sentiment que la démocratie est puissante, qu'elle est efficace. Et ça, c'est un grand sujet qui, à mon avis, va vous poursuivre tout au long de votre carrière professionnelle. Quand j'avais votre âge, la question du monde, elle était très simple, et pas forcément moins angoissante. Il y avait deux systèmes. Il y avait le système capitaliste de marché, et puis en face, il y avait le système communiste, et l'un et l'autre de ces systèmes avaient besoin de l'opposé pour justifier sa légitimité. Et puis il y avait le tiers-monde qui aspirait à trouver sa place et souvent devait s'aligner, même s'il y avait un mouvement qui s'appelait les non-alignés. Mais aujourd'hui, il y a les démocraties et puis d'autres puissances ou d'autres pays qui ont des régimes qui ne sont pas fondés sur des élections libres. Et ce qui est en cause, c'est que nous regardons souvent les démocraties comme relativement impuissantes, fragiles, contestées, quand les autres pays qui ne sont pas dotés de ce système peuvent être regardés ou observés comme étant plus capables de faire des interventions militaires extérieures, capables d'avoir sur le long terme des choix qui engagent les sociétés, parfois contre leur gré, de prendre des décisions donc de long terme. Je prends souvent cet exemple-là. Quand le président chinois reçoit le président de la République française, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit qu'il y a une amitié entre la France et la Chine, qu'on doit bien sûr parler politique et commerce, et d'autant plus politique que la relation commerciale est très déséquilibrée. Mais je vous passe. Ce n'est pas l'essentiel. Il se dit, il y en a pour combien de temps le président de la République française? Pas à vivre, mais à durer comme président de la République. 5 ans, forcément, peut-être 10 ans. Mais nous, on regarde le président chinois en se disant, lui, quand est-ce que ça va s'arrêter? Le président chinois, mais je pourrais parler de Vladimir Poutine de la même manière. Lui,
il peut se projeter à l'horizon 2025-2030. Ça ne veut pas dire qu'il va y parvenir. Hein. Il y a quand même des peuples à un moment qui se soulèvent. Mais nous sommes dans cette période de déséquilibre où les démocraties n'ont pas forcément l'image qui était la leur il y a encore quelques années. Parce que il y a quelques années, on pensait que la démocratie allait s'établir partout. D'ailleurs, l'effondrement du mur de Berlin, la chute des dictatures, tout cela nous confirmait que ça allait être le mouvement de l'histoire. Ce n'est plus nécessairement le mouvement de l'histoire. D'autant qu'au sein des démocraties, il y a des forces en présence qui réduisent encore l'espoir que la démocratie pouvait représenter, ou l'image qui était celle de la démocratie. Et donc, face à des choix, tout à l'heure on parlait du climat, pour une démocratie, arriver à faire prévaloir des engagements longs, c'est plus difficile que pour une dictature qui peut parfois être animée par l'esprit de responsabilité. Par exemple, le président chinois a été très allant pour assurer la conclusion de l'accord de Paris sur le climat. Mais dans une démocratie, il y a plus de débats, il y a plus de contradictions, il y a plus de contestations. On l'a vu sur la taxe carbone, on aurait pu le voir aussi sur l'écotaxe que j'avais prévu pour les camions, enfin que mon prédécesseur avait prévu et que j'ai été obligé d'abandonner. Mais on voit bien que la démocratie, c'est des pays qui ont un principe de liberté, où donc l'expression, la contestation, y compris parfois violente, est plus facile que d'aller manifester en Iran, en Turquie ou en Russie et en Chine. Donc voilà, l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas simplement de défendre notre démocratie, c'est de donner une conception au monde. On ne peut pas se laisser entraîner dans l'évolution de l'humanité où la cause qui est celle quand même de nos parents, grands-parents, de tous ceux qui ont fait l'histoire, c'était quand même de faire avancer la liberté, le pluralisme, la démocratie. C'était l'idée que ça allait permettre de faire des choix universels et pas simplement nationaux. Donc vous avez ce débat-là tout au cours de votre vie professionnelle, de votre vie de citoyen à régler. C'est pour ça que je veux vous transmettre, avant que je ne sois pas audible, ce qui à un moment sera impossible, ou que je ne puisse pas m'exprimer, je veux vous transmettre ce message. Vous êtes les héritiers d'une démocratie qui est sans doute plus vulnérable que par le passé, et donc vous devez être encore plus engagés, je n'ose pas dire plus militants, pour la défendre. On va prendre une question du public. Bonsoir. Merci pour votre présence ici ce soir. Vous avez évoqué la nécessité que les citoyens se sentent représentés dans la réforme des institutions. Est-ce que vous pensez, dans cette optique, qu'il serait pertinent de réformer également le mode de scrutin, puisque on connaît tous les problèmes qui peuvent avoir lieu avec un scrutin uninominal à 2 tours, et qu'il y a un certain nombre de mathématiciens et de politologues qui se sont penchés sur la question de modes de scrutin différents? C'est bien quand on arrive dans une école scientifique, c'est qu'on peut parler mode de scrutin avec des arguments mathématiques. Ce qui est d'ailleurs vrai, car des débats sur les modes de scrutin sont aussi vieux que les élections elles-mêmes, et que la démocratie, d'une certaine façon. Et qu'il y a eu des modèles mathématiques pour dire quel est le meilleur système. Et la représentation proportionnelle, avec la question de savoir si c'est le plus fort reste ou la plus forte moyenne, a longtemps animé les débats de la 3e et de la 4e République. Et lorsque la 5e République s'est installée, le général de Gaulle est revenu au scrutin qu'on appelait le scrutin d'arrondissement, c'est-à-dire pour l'élection des députés, l'uninominal à 2 tours. À 1 tour, c'est le système britannique, à 2 tours, c'est le système français. Certains plaident pour la représentation proportionnelle, corrigée ou pas corrigée. Longtemps, j'ai été sensible à cet argument. Il faut que toutes les sensibilités soient présentes. Et il faut éviter qu'une majorité soit trop écrasante pour que l'Assemblée puisse vivre et avoir ces débats qui intéressent le pays, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et
je ne suis pas convaincu de l'utilité de ce changement. Pourquoi? Parce que d'abord, des élus de toutes les sensibilités siègent à l'Assemblée nationale, y compris avec le scrutin majoritaire à 2 tours. L'extrême droite a des députés, et avec le mode de scrutin à 2 tours, peut en avoir d'ailleurs un certain nombre. Et la gauche de la gauche, qui a longtemps été écartée des assemblées, aujourd'hui est représentée. Je ne suis pas sûr qu'avec la représentation proportionnelle, elle le serait davantage, peut-être un peu plus. Mais ce qui compte, c'est quand même d'avoir à l'Assemblée une majorité et une opposition. Et de ne pas avoir un éclatement. Pourquoi? Parce que nos sociétés politiques sont déjà très fragmentées. Il y a quelques années, il y avait 4 partis, 5 partis qui structuraient le débat politique en France. Aujourd'hui, il y a une dizaine de partis qui existent. Et vous avez vu le nombre de listes qui se sont présentées aux élections européennes. On a compté près de 30, si on en a oublié quelques-unes. Mais c'est dire qu'il y a une fragmentation et qu'il n'y a plus cette dynamique des partis, ce qui est un des problèmes de la crise d'ailleurs que nous rencontrons, et qu'aujourd'hui, chacun veut avoir son propre parti. Le parti animaliste fait autant que le Parti communiste français aujourd'hui. Bon, vous avez plusieurs partis qui se sont maintenant identifiés à des causes, à des sujets. Et donc, le risque avec la représentation proportionnelle, c'est d'avoir un éclatement de la représentation du pays. Et quand je regarde ce qui se passe autour de nous, où il y a l'application de ce mode de scrutin, l'Espagne, encore récemment, où les socialistes ont eu énormément de difficultés à constituer une majorité, pas simplement avec Podemos, qui est plus à gauche que le Parti socialiste, mais ils ont été obligés de faire des concessions aux indépendantistes catalans et aux Basques, et quelquefois au détriment de la cohésion. Quand je regarde ce qui se passe en Autriche, vous avez vu, où le parti qui était allié avec l'extrême droite, parti conservateur qui est allié avec l'extrême droite, il y a eu des élections, l'extrême droite avait été mêlée à des scandales, donc elle a fait un score plus faible que par le passé, et aujourd'hui il y a une coalition en Autriche, qui n'ont pas pu faire autrement, entre les écolos et ce parti conservateur. En Israël, qui a le système plus perfectionné sur le plan mathématique, parce que c'est un pays de haute technologie, donc Israël a une représentation proportionnelle, ils n'ont toujours pas de gouvernement, même s'il y a toujours Netanyahou. Ça, c'est la continuité qui fait qu'il y a le Premier ministre qui gère les affaires courantes, peut-être qu'il sera là encore après, et avec des coalitions très difficiles à former. Donc je crois qu'on peut peut-être améliorer le système du scrutin majoritaire, faire que des listes puissent être présentées en même temps que pour les élections législatives, les candidats dans les circonscriptions. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de passer tout de suite à la proportionnelle avec les risques que je viens d'indiquer. L'extrême droite, en plus, dans un système à la représentation proportionnelle, pourrait bloquer toute formation de majorité, mais ce n'est pas l'argument principal. On ne peut pas écarter l'extrême droite par des modes de scrutin. C'est une illusion. Et d'ailleurs, il faut quand même réfléchir à ça. Si l'extrême droite gagnait l'élection présidentielle, vraisemblablement, par la mécanique même de nos institutions, c'est pour ça qu'il faut y faire quand même attention, elle aurait sans doute une majorité à l'Assemblée nationale, par l'espèce de vote conforme que les Français font chaque fois que le président est élu. Bon, mais on n'en est pas là. Vous l'avez évoqué au début de notre entretien, vous proposez la suppression du poste de Premier ministre. De même, vous proposez la suppression de l'article 16 et de l'article 49.3 alinéa 3 et de la possibilité donc pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée. Dans ce cadre, l'outil unique qui reste pour le président de la République pour faire passer une loi contre le Parlement est de recourir au référendum. Vous ne l'avez vous-même pas utilisé. Avez-vous changé d'avis? Je me suis posé la question du référendum après les attentats du mois de novembre, sur un certain nombre de questions qui pouvaient être posées au pays sur la sécurité, la liberté. Et
je n'ai pas voulu le faire parce que je pensais justement que c'était pas forcément souhaitable dans une période où il y avait tant d'émotions d'aller consulter le peuple, et il n'est pas sûr qu'il aurait répondu comme il était attendu. Sur la dissolution, ça c'est la conséquence du régime présidentiel. Si le président est le chef de l'exécutif, si le Parlement est souverain pour le vote de la loi, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale, pas plus que l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du président, sauf trahison. Sur l'article 49.3, mais là j'arrive devant une assemblée de spécialistes, hein, donc c'est l'engagement de responsabilité du gouvernement pour faire voter un texte, et s'il n'y a pas eu de motion de censure, le texte est considéré comme adopté. J'ai utilisé 2 fois l'article 49.3. Une fois pour la loi dite Macron et une autre fois pour la loi El Khomri. Je l'ai fait parce qu'il y avait un doute sur la possibilité d'avoir une majorité. Souvent, l'article 49.3 a été utilisé pour cette raison, essayer de forcer la majorité, quelquefois aussi pour interrompre le débat parlementaire quand il est victime d'obstruction. Par exemple, le plan Juppé, ça paraîtra très ancien pour beaucoup, en 1995, avait été adopté avec le 49.3, alors même que l'Assemblée nationale de l'époque était au 4/5e de droite. J'ai cru comprendre qu'à un moment, cette hypothèse a été écartée, je veux le croire, pour la réforme des retraites, il serait possible d'utiliser le 49.3, alors même que l'Assemblée nationale a une majorité très large pour le président de la République, pour le Premier ministre, tout simplement pour abréger les débats. Non, le 49.3 n'est pas fait pour abréger les débats, il est fait pour obtenir l'accord d'une majorité. S'il y a un régime présidentiel, bien sûr, le 49.3 n'a plus de possibilité d'être justifié. Alors après, pourquoi supprimer le poste de Premier ministre? Je viens de le dire, puis je terminerai sur l'article 16. Sur le poste de Premier ministre, je vous l'ai dit, le quinquennat a changé les rapports entre le président et le Premier ministre. Quand il y avait un septennat, vous étiez très jeune, hein, quand il y avait un septennat, c'était donc jusqu'à la fin du premier mandat de Jacques Chirac, le président pouvait considérer qu'il était là pour le temps long et que son Premier ministre devait être celui qui conduisait, déterminait, la Constitution donnait ces termes, la politique de la nation. Et lui, ne s'occupait que des grandes orientations. Et dès lors qu'on a décidé du quinquennat, le président de la République, là maintenant, il présente son programme aux Français. Il a 5 ans, c'est assez court pour le mettre en œuvre. Et il est le premier responsable, puisqu'il est celui sur lequel les Français se sont prononcés et le programme sur lequel ils se sont engagés à adopter et donc à voter pour lui. Et le Premier ministre se retrouve dans une position pas simplement subalterne, ça c'est encore un jugement, mais dans une position ambiguë. Est-il le chef de la majorité? Non, c'est le président. Est-il le chef de l'exécutif? Pas tout à fait, même si beaucoup de pouvoirs sont confiés au Premier ministre. Et pour prendre un sujet d'actualité, lorsque le président Macron dit que c'est au Premier ministre de gérer la négociation sur les retraites, pourquoi pas? Mais chacun sait qu'au dernier instant, l'arbitrage, s'il doit y avoir un arbitrage, ça sera le président qui le rendra. Et le président croit se protéger avec un Premier ministre, c'est pas vrai. Moi-même, je n'ai pas été protégé par des Premiers ministres. D'ailleurs, souvent, ce sont les Premiers ministres qui sont maintenant protégés par le président. Ils deviennent plus populaires que le président, parce qu'ils sont jugés moins responsables que le président. C'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il faut aller vers plus de clarification et faire que l'exécutif, dans son entier, soit dirigé par le président de la République. Puis, pour vous dire, donner des expériences personnelles, c'est quelquefois... tout président écoute la radio quand même, et parfois apprend une décision par le journal ou par la radio. C'est assez désagréable. Parce que c'est désagréable, pourquoi en fait, on pourrait se dire, mais c'est normal,
il n'est pas responsable de tout, il n'est pas informé de tout, il y a un Premier ministre. Sauf que le citoyen pense que le président a décidé de tout, est responsable de tout. Et quand on peut dire « mais j'étais pas au courant », le citoyen dit « vous n'étiez pas au courant, vous êtes président, vous ?» c'est mon Premier ministre qui l'a nommé, donc c'est pas tenable. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut que l'unicité du pouvoir exécutif protège le président, parce que ça l'amène à être effectivement le responsable de l'ensemble de l'activité gouvernementale. Alors même que beaucoup de services du gouvernement sont à l'échelon du Premier ministre. Je répondrai à des questions là-dessus. Sur l'article 16, dernier mot, l'article 16 avait été donc introduit par le général de Gaulle, qui avait le souvenir, c'était un souvenir cruel, de ce qui s'était passé à la fin de la Troisième République, lorsque le Parlement s'était dessaisi de ses pouvoirs face à l'occupant et avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et il avait aussi le souvenir de son accession au pouvoir lorsqu'il y avait eu un soulèvement militaire et qu'il avait été regardé comme la solution pour éviter le pire. Et donc le général de Gaulle avait introduit l'article 16 pour permettre au président, en cas de crise grave, lorsque les pouvoirs publics ne pouvaient plus assurer leur bon fonctionnement, de pouvoir être le maître de toutes les décisions, y compris législatives, moyennant un certain nombre de conditions. Quand arrivent les attentats, notamment du 13 novembre, j'aurais pu dire, voilà, la situation est tellement grave, il y a une attaque qui nous est portée de l'extérieur, un groupe terroriste Daesh qui a envoyé, avec des complicités, avec une coordination, y compris de groupes présents sur des pays voisins, qui nous a donc infliger des dommages considérables et qui peut altérer l'esprit d'unité nationale. Faut-il recourir à l'article 16 ? Non, parce que les pouvoirs publics fonctionnaient. Moi-même, je pouvais prendre les décisions, le Parlement pouvait se réunir. Il n'y avait pas d'empêchement pour l'activité administrative, pour le fonctionnement de la police, de la gendarmerie ou des forces armées. Donc, cet article n'était pas utile. Alors, dans ce cas de figure, on pourrait se dire, mais est-ce qu'il pourrait être envisagé s'il y avait un soulèvement ou des émeutes ? Enfin, il y a d'autres dispositions, heureusement, dans notre droit interne, qui permettent de faire face à ce type d'épreuve. Donc c'est pour ça que j'estime que cet article, qui n'a d'ailleurs plus été utilisé par les présidents, sauf le général de Gaulle, une seule fois, cet article n'est pas nécessaire et qu'il y a des dispositions maintenant de notre droit qui permettent de faire face à toutes les circonstances. Et ça, c'est un vrai débat, c'est-à-dire qu'est-ce que dans une période qui est particulièrement éprouvante, que ce soit un attentat, une intervention sur un théâtre étranger, une agression qui nous est faite, des contestations, des manifestations qui dégénèrent, est-ce qu'il faut faire recours à des législations d'exception ou être capable de vivre dans l'état de droit ? Moi-même, j'ai eu à recourir à l'état d'urgence. Mais ça ne pouvait être que pour une période provisoire. Et je pense que c'est très important dans les démocraties de ne pas changer les lois en fonction des épreuves qui nous sont faites ou qui nous sont opposées, qu'on doit affronter. Il faut être capable de faire vivre le droit, même quand l'épreuve est exceptionnelle. Je propose qu'on prenne une question du public. Bonjour. Ici. Je vais vous demander de ne pas intervenir quand vous n'avez pas le micro, s'il vous plaît. Merci. À votre droite, monsieur. À ma droite encore ? Ici. Bon, parlez alors. Bon, merci beaucoup de votre intervention. Vous présentez au cours de votre exposé un affaiblissement de la démocratie face à des asymétries géopolitiques, à des problèmes institutionnels, à des problèmes, des considérations citoyennes et des citoyens qui se sentent moins bien représentés. Qu'en est-il des asymétries économiques ? Vous avez parlé de l'augmentation des
une augmentation, qu'en est-il des asymétries économiques avec des entreprises qui ont des grandes puissances économiques qui ont de plus en plus de pouvoir, et le pouvoir politique est-il suffisamment puissant pour contenir ces grandes entreprises de plus en plus influentes et qui sont capables de contourner les règles, etc. Merci. Merci pour cette question, parce que c'est une des crises de la démocratie. Est-ce que, je l'évoquais tout à l'heure, les démocraties sont encore puissantes? On peut avoir plusieurs éléments de puissance. Est-ce qu'elles sont encore puissantes militairement? Oui, elles le sont. Quelquefois avec un mauvais usage, mais elles sont capables d'actions militaires. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres encore. Est-ce que les démocraties sont puissantes pour agir dans le sens de la réduction des inégalités? Oui, elles ont les moyens de le faire. Elles peuvent parfois ne pas vouloir le faire, parce que les dirigeants ou les sociétés ne le souhaitent pas, mais elles ont des capacités, on le voit bien, pour définir l'État-providence, la retraite, la santé. Ce sont des décisions internes, même si on peut dire que l'Europe joue aussi son rôle et quelquefois, parfois impose des règles qui peuvent limiter les marges de manœuvre. Mais la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas maintenant des pouvoirs qui se sont constitués à l'extérieur des nations et donc qui ne peuvent plus être maîtrisés par les démocraties? C'est la question, alors ça a été longtemps la question de la finance, pour rester sur un sujet que je connais bien, sur la fraude fiscale, comment arriver à pouvoir se coordonner pour supprimer les paradis fiscaux ou éviter les optimisations qui sont autant d'échappées pour le paiement de l'impôt. Mais est-ce qu'il n'y a pas des firmes, et on le voit en ce moment avec les GAFA, qui arrivent par leur propre puissance à, non pas contourner, mais s'imposer aux démocraties et à se rendre presque incontrôlables, voire même inimposables, si je peux prendre cette expression. Et ça, c'est vraiment le défi, parce que c'est une des explications qui peut être donnée à la crise de confiance dans la démocratie. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir vous imposer à des forces qui ne sont plus localisées, mais qui ont des activités ici? Et si les démocraties ne comprennent pas que, d'abord au niveau européen, puisqu'il n'y a que des démocraties théoriquement, si les Européens ne comprennent pas qu'ils ont une force, et que leur force c'est de pouvoir imposer un certain nombre de règles à ces sociétés multinationales, on le voit bien sur la question des GAFA, et si les démocraties, compris donc avec les États-Unis et d'autres, ne sont pas suffisamment forts pour que l'impôt puisse demeurer un privilège de l'action publique, et bien là, nous aurons une contestation de plus en plus forte de la démocratie. Et il y a des moyens pour agir, mais les moyens ne peuvent être que sur le multilatéralisme, que sur la globalisation politique. Or, les instances de globalisation politique sont devenues extrêmement faibles. Le G7 n'est qu'une opération de communication le plus souvent. Le G20, où là il y a des pays de nature différente et qui couvrent tous les continents. Le G20 peut prendre des délibérations, mais ça reste limité. Et l'ONU, avec ses différentes institutions, Fonds monétaire international ou Banque mondiale, n'a plus la capacité d'imposer ces règles. Donc on voit qu'on est devant un défi qui est celui de la norme internationale qui est défaillante pour que la démocratie puisse l'utiliser. Je vais prendre un autre exemple qui est celui du climat. Est-ce que les démocraties sont les mieux placées pour régler la question du climat? Oui, parce qu'elles peuvent susciter par l'information, par le débat, la compréhension de ce qui nous attend ou de ce qui se produit. Mais sur la force, parce que la contrainte, la norme, il n'est pas sûr que la démocratie soit aussi outillée qu'un pays autoritaire. D'ailleurs, quelquefois, il y a certains
écologistes, je ne parle pas politiquement, mais certains militants de bonne foi de l'écologie qui disent mais il faut avoir des normes impératives, et tant pis s'il n'y a pas de consentement, parce que ce qui se joue, c'est notre propre survie. Et si c'est l'avenir de l'humanité, alors la démocratie pèse de peu de poids par rapport à cet enjeu-là. Donc il faut arriver à démontrer que la démocratie reste capable de régler des problèmes majeurs, celui des firmes multinationales et celui du climat. Et que c'est sans doute par l'amélioration des outils démocratiques, par la connaissance, par la participation, par l'engagement, qu'on pourra arriver à maîtriser ces forces ou ces périls. Le système que vous proposez, si on réfléchit à son mode de fonctionnement, ressemble assez fortement à celui qu'on peut retrouver aux États-Unis, avec néanmoins deux grosses différences. La première est qu'aux États-Unis, il y a un pouvoir qui est attribué aux juges qui est beaucoup plus important, à travers notamment la Cour suprême. Et le second, il est, je pense, d'ordre plus culturel, dans la mesure où il y a des moins grandes différences politiques entre les démocrates et les républicains aux États-Unis qui peut en exister en France entre les grands blocs politiques, et il y a une culture du compromis qui est plus importante là-bas. Et donc, du coup, deux questions qui en ressortent. Est-ce que vous pensez qu'on puisse donner en France un pouvoir plus important aux juges avec un système, pourquoi pas, comparable à celui de la Cour suprême? Et le second, est-ce que la France n'est-elle pas un pays par nature trop clivé pour un système, pour un système de cette sorte? Il y a une différence de plus, c'est que les États-Unis, c'est un pays fédéral. Et donc, même si le président des États-Unis a du pouvoir, le Congrès aussi, le pouvoir est réparti et que d'une certaine façon, il y a une telle autonomie des États que la question fédérale reste une question certes majeure, mais limitée. Beaucoup de décisions se prennent à l'échelle territoriale. En France, on a de la décentralisation, mais on n'a pas des régions, même si j'en ai réduit le nombre, qui ont la puissance, la capacité, l'autonomie de ce que représente un État fédéré aux États-Unis. Mais sur les autres différences, la première, c'est effectivement sur la place de la Cour suprême, qui est non seulement une Cour constitutionnelle, mais qui est la Cour de cassation et le Conseil d'État confondus. Si on voulait reprendre les institutions françaises, c'est ça la Cour suprême, c'est à la fois le Conseil d'État pour les décisions administratives, la Cour de cassation pour les juges judiciaires et le Conseil constitutionnel. Mais il y a eu une réforme, vous l'avez cité d'ailleurs, de 2008, que je n'ai pas voté pour autant, mais qui avait au moins un élément qui changeait le Conseil constitutionnel profondément, qui permettait à chaque citoyen de contester une loi en pensant qu'elle pouvait être non conforme à la Constitution. C'est ce qu'on appelle la question de constitutionnalité. Donc, devant un tribunal, une entreprise, un particulier peut dire « moi, je veux vous poursuivre au nom d'une loi, mais je considère que cette loi est inconstitutionnelle » et donc le Conseil constitutionnel est amené à, dans certaines conditions, intervenir. Donc on va aller en France, vers un pouvoir plus important du juge. C'est pour ça qu'il était aussi essentiel d'en assurer l'indépendance. Sur la question qui est presque un imparfait, vous me dites il n'y a pas beaucoup de différence entre les démocrates et les républicains. Vous allez voir s'il n'y en a pas de différence entre les démocrates et les républicains dans le scrutin qui va arriver. Je pense que jamais la société américaine n'a été autant clivée qu'en ce moment. Et que les démocrates, je ne sais pas qui va par l'emporter dans le système des primaires, mais il y a même Sanders qui se déclare socialiste. Alors, socialiste aux États-Unis, ça serait centriste ici, mais néanmoins, il affirme qu'il est pour l'impôt sur le patrimoine, l'impôt sur le revenu, etc. Il y a d'autres candidats qui sont extrêmement, au sein du Parti démocrate, extrêmement pour les droits des minorités, pour l'affirmation d'un État-providence, allant plus loin même que ce qu'a fait Obama, pendant que les républicains ont glissé vers Donald Trump avec ce que ça représente.
c'est-à-dire le protectionnisme, l'unilatéralisme, la rupture de l'accord sur le climat, la question iranienne, etc. Donc la société politique américaine est finalement très bipolarisée, ce qui n'est pas forcément le cas en France, où la bipolarisation a perdu de sa force. Et je le regrette d'ailleurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas simplement la gauche et la droite. Il y a ceux qui ne savent pas où ils sont, il y a ceux qui sont écologistes, il y a ceux qui sont à l'extrême droite, et ils sont un certain nombre, et ceux qui sont à la gauche de la gauche. Bon, donc, ça s'est fragmenté. Après, vous dites culture du compromis. Vous avez vu, aux États-Unis, c'est pour ça que le système présidentiel oblige au compromis. Mais aux États-Unis, quand le Congrès et le président ne sont pas d'accord pour le budget, les fonctionnaires ne sont pas payés. Quand vous ne payez pas les fonctionnaires, généralement, ils réagissent. Donc, ça pousse au compromis. Les dépenses ne peuvent pas s'engager. Donc, ça, c'est le système lui-même. En France, il est impossible que le Parlement ne vote pas le budget. Et s'il ne le votait pas, d'ailleurs, il serait appliqué par 12e provisoire. Enfin, je ne vous fais pas le coup, mais ça ne s'est jamais fait sauf une fois. Donc, je crois qu'il faut inventer, proposer, imaginer un système qui soit bien sûr lié à nos pratiques politiques, mais qui oblige, ça c'est vrai, au compromis, qui oblige à la discussion, qui oblige à la délibération. Parce que c'est ça qui crée le doute chez les citoyens. Ils ont le sentiment que de toute façon, quoi qu'ils fassent, tout est joué. Et si on a l'impression que tout est joué, alors on va dans la rue, on conteste, on provoque, on pense que la violence peut être une forme d'action, et c'est là qu'il y a danger. Dans la lumière pour le public. Voilà. Vous pouvez poser des questions qui n'ont rien à voir avec les institutions aussi. Hein. Bonsoir, Monsieur le Président. Je trouve très intéressante l'idée que vous évoquez à travers votre présentation, comme quoi, puisque les régimes non démocratiques s'inscrivent dans un temps beaucoup plus long et qui ne s'embarrassent pas ni avec la contestation, ni avec l'opposition, il y a un rapport de force qui effectivement est beaucoup en leur faveur. Maintenant, est-ce qu'au-delà de faire ce constat, on ne peut pas considérer que la France, dans le monde, c'est un petit peu la représentante de la démocratie? Et, par exemple, vous parliez de la Chine tout à l'heure, est-ce que, contre les nombreuses violations autant de la démocratie que des droits de l'homme de la Chine, la France ne devrait pas ou ne pourrait pas prendre des actions concrètes? Et si oui, lesquelles? Vous avez raison de dire que la France a une mission particulière dans le monde. C'est prétentieux d'avancer cette position. Pourquoi la France, pourquoi elle s'érigerait en juge de paix de la démocratie? Pourquoi elle aurait cette espèce de droit d'ingérence d'aller dire aux uns, aux autres, vous n'êtes pas dans l'esprit de la liberté, des droits de l'homme, etc. Tout simplement, comme les États-Unis d'ailleurs, tout simplement parce que les droits de l'homme, la question de la liberté, notamment d'expression, l'idée que l'élection devait être le fondement même de la légitimité, tout ça est venu de la Révolution française, avant de la Révolution américaine, et puis de la construction patiente de la République. Ce qui ne nous a pas empêché de connaître aussi des reculs considérables, et j'évoquais à l'instant la collaboration, ou de connaître des coups d'État. Il y en a eu quand même un certain nombre depuis 1789. Mais notre rôle, c'est effectivement de parler, et de parler à tous de la démocratie. Chaque président le fait à sa façon, quelquefois plus discrètement, et souvent quand on est interrogé, après avoir rencontré le président chinois ou le président d'une monarchie pétrolière, qui n'est pas président, qui est généralement roi, donc on est interrogé en disant « Est-ce que vous avez parlé de la situation des droits de l'homme ?» On dit « J'en ai parlé, mais je ne m'exprimerai pas pour ne pas gêner les actions que nous avons engagées. » Je pense qu'il faut parler plus fort, et peut-être que même moi-même je ne l'ai pas fait suffisamment. Il faut le faire au nom de, non pas d'une forme d'ethnocentrisme. La démocratie, ça n'appartient pas à un continent. La démocratie, c'est une valeur universelle. Avec les pays
africains avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, cette pression, nous ne l'exercions pas pour dire, voilà, nous sommes l'ancienne puissance coloniale, on a un système, vous devrez le prendre. C'est de dire, mais pour l'intérêt des peuples, pour l'intérêt même de votre pays, la question de la régularité des élections, même des durées de mandat, c'est une question importante. Alors, est-ce qu'on peut le faire seul? Non. Et ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça que je suis préoccupé par la situation du monde. On pouvait se plaindre des États-Unis, et parfois de décisions qui nous choquaient. L'intervention en Irak, la deuxième, ou cette espèce d'hyperpuissance. Mais chaque fois, les États-Unis agissaient au nom du droit. Vous pouvez contester cette conception du droit, mais agissaient au nom du droit et de la démocratie. Donald Trump, il n'agit pas au nom du droit et de la démocratie. Il ne fait pas au nom de valeurs. Il le fait au nom d'intérêts. On peut juger parfois tout à fait compréhensibles, ou parfois contraires aux nôtres d'intérêts. Donc il n'y a plus l'action au nom d'une valeur supérieure qu'était la valeur démocratique. Et lorsque un des principaux pays qui a représenté la démocratie est dans cette attitude, dans cette configuration, dans ce rejet même de l'idée de vouloir, non pas imposer, mais de pouvoir influencer les pays qui ne sont pas démocratiques, ça c'est un risque sérieux. D'autant que les moyens économiques des puissances, vous parlez de la Chine a donc proposé les routes de la soie. C'est une idée quand même assez géniale de dire, vous voyez, là où on est passé, on doit repasser. Mais là où on est passé par les caravanes, on doit venir maintenant par les infrastructures. Ce qui d'ailleurs se comprend tout à fait d'un point de vue chinois. Sauf que nous devons regarder ce que ça représente. Et l'idée que la Chine a, et on peut la comprendre, c'est d'essayer d'investir partout où on considère que ce sont des routes qui ont été empruntées. Parfois même, elle trouve des routes en Amérique latine, et je ne suis pas sûr que, connaissant la géographie un peu, c'était des routes qui étaient empruntées dans des siècles reculés. Mais, et ça se fait à coût de milliards, à coût d'investissement. Donc c'est aussi ça la question. La démocratie, elle doit apporter au monde aussi un soutien. Comment parler aux Africains de démocratie s'il n'y a pas des politiques de développement qui soient à la hauteur? Comment faire pour, en Asie, faire prévaloir la démocratie si, effectivement, on ne montre pas qu'on est capable de la défendre là où elle est menacée? Pour toutes ces raisons, je pense que vous avez mis l'accent sur ce qu'est la responsabilité de la France, c'est de continuer à agir au nom de la démocratie, pas simplement au nom de ses intérêts. Monsieur le Président, vous avez évoqué tout à l'heure vouloir renforcer le travail du Parlement. Quitte à revenir à un régime parlementaire, pourquoi ne pas revenir à celui de la Troisième République? Il a pourtant été assez stable de par sa durée, ainsi que sa survie à différentes crises majeures, comme la Première Guerre mondiale, ou par exemple l'affaire Dreyfus qui a déchiré la société française. Il a de plus laissé place à l'émergence de personnalités fortes comme Georges Clemenceau ou Raymond Poincaré. Que pensez-vous de cette question? Alors malgré mon âge avancé, je n'ai pas connu la Troisième République, ni même la Quatrième, mais c'est vrai que c'est une référence. Et d'ailleurs, ceux qui appelaient de leur vœu la Sixième République avaient en réalité la volonté de revenir au régime parlementaire de la Quatrième et surtout de la Troisième République, qui est plus glorieuse, même si elle s'est mal finie. Moi, je ne crois pas du tout possible aujourd'hui de remettre en cause le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça a été un choix qui a été présenté par le général de Gaulle aux Français, ils y ont adhéré, et c'est le scrutin qui mobilise le plus. Bien plus que les élections législatives, bien plus que les élections locales. Parce que c'est le moment de vérité où on choisit celui ou celle qui va décider de l'essentiel. Et on veut d'ailleurs prendre possession de cette personne. Souvent le président
imagine qu'il est, c'est pour ça que j'avais pris le terme de président normal, qu'il est doté d'un pouvoir tellement exceptionnel que c'est lui qui s'impose au pays. C'est vrai, mais le pays s'approprie aussi le président, quelquefois pour le rejeter, mais il s'approprie. C'est le pays qui en a décidé, c'est le peuple qui en a décidé. Donc ça reste l'élection majeure. Et je ne crois pas qu'on puisse proposer aux Français de se défaire de ce droit de choisir leur président ou leur présidente. Et ça durera autant que, je pense, le peuple français marquera cet attachement. Et si on avait un régime parlementaire, comme c'est le cas d'ailleurs en Allemagne ou au Royaume-Uni, plus près de nous, en Espagne, en Italie, malgré tout, la personnalisation demeure. L'élection pour le scrutin législatif se ferait autour de qui va être Premier ministre à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, regardez, au Royaume-Uni, Boris Johnson est devenu Premier ministre avant d'être confirmé par un scrutin sur un vote du Parti conservateur. Sanchez a été désigné en Espagne par son parti, et après il fait une coalition. Donc cette personnalisation n'est pas aussi forte qu'en France. Et je pense que ça donne aussi une capacité pour la France d'intervenir. Là, je vais vous parler de ma propre expérience. Quand il s'est agi d'intervenir au Mali, donc on est au début de l'année 2013, il y a une avancée des terroristes qui menacent Bamako. Ils contrôlent, ces terroristes, déjà le nord du Mali. Et contrairement à tout ce que les états-majors avaient prévu, les terroristes décident d'avancer et d'aller vers Bamako. Si on est dans un régime parlementaire, l'attitude du Premier ministre, c'est de convoquer l'Assemblée nationale, de faire un débat et de voir, après le débat, s'il a une majorité pour agir ou pas. Un vote qui lui est accordé. En France, par le système que nous connaissons, qui de ce point de vue-là est présidentiel, le président peut agir, mais il doit avoir après, quelques jours, voire même quelques semaines après, un vote de confirmation de l'Assemblée nationale. Et s'il se joue dans une intervention militaire, c'est à l'heure près. Et si je n'étais pas intervenu au moment où j'en ai décidé, si j'avais attendu 2 jours ou 3 jours, c'était trop tard. Les terroristes seraient arrivés à Bamako. Je prends un autre exemple, celui-là plus cruel. Quand à l'été 2013, il y a eu la preuve que Bachar el-Assad avait utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, tuant, décimant même des familles entières de civils, des enfants donc. J'affirme que je suis prêt à intervenir. David Cameron me dit qu'il est d'accord, mais qu'il va consulter la Chambre des communes, et la Chambre des communes ne l'autorise pas à faire des frappes en Syrie. Barack Obama me dit qu'il, lui, est président, qu'il n'a pas besoin d'un vote formel du Congrès, mais il me dit quand même, je suis un démocrate attaché à des principes, et l'exemple britannique m'oblige quand même à consulter le Congrès. Et comme nous ne sommes pas intervenus dans les jours qui auraient été efficaces, parce que si vous attendez une semaine, on peut penser que le régime de Bachar el-Assad aurait maquillé, planqué, y compris se sauver lui-même. Donc la frappe devient beaucoup plus difficile. Donc le fait qu'en France, le président de la République puisse, au-delà de la question de la dissuasion nucléaire et du pouvoir qui est le sien, puisse décider d'une intervention dans un délai très court est vraiment une garantie pour sa politique internationale. Voilà pourquoi je pense que cette prérogative demeure et que le régime parlementaire a cette faiblesse. La meilleure preuve, c'est que l'Allemagne, mais pour d'autres raisons, pas parce que c'est un régime parlementaire, est très peu présente dans les opérations extérieures. Merci Monsieur le Président pour la réponse à toutes ces questions. Cet entretien touche à sa fin, mais pas l'événement, puisque vous allez ensuite dédicacer votre ouvrage. On vous invite néanmoins à quitter l'auditorium et vous allez être guidé par les équipes de Symposium, vous allez pouvoir y revenir si vous voulez faire
dédicacer un livre. Non, mais si vous avez encore, je peux. J'ai un peu plus de temps qu'avant, donc je peux répondre à des questions libres. Enfin, libres, je ne dis pas que les autres n'étaient pas libres, hein, mais sur tout sujet qui vous intéresse. Car il n'est pas sûr que vous me reverrez ici. Vous me reverrez un jour. Je veux le croire, mais pas nécessairement ici. Donc, saisissez cette occasion. On peut peut-être prendre 3 ou 4 questions à la suite et puis j'y répondrai globalement. Oui, allô. Merci pour de prendre ma question. Ici, je ne suis pas éclairé, ça y est. Monsieur le Président, sur le sujet du climat, il y a aujourd'hui en France un travail participatif inédit qui engage une assemblée de plusieurs dizaines de citoyens et qui sont invités à produire des recommandations structurantes d'ailleurs sur l'avenir écologique de la France. Pensez-vous que ce format peut être une réponse à la crise démocratique que l'on traverse et qui plus est sur un sujet structurant et complexe? Merci. Bonsoir. Déjà, merci d'être venu. On a souvent parlé, je pense, d'un des problèmes majeurs comme le manque d'implication et le manque de participation du peuple à la vie politique. Et on en parle encore plus avec les Gilets jaunes. Et donc, je voulais savoir ce que vous pensiez du fait que l'Assemblée, ou du moins une partie de l'Assemblée, puisse être tirée au sort parmi le peuple pour participer plus activement au débat et se sentir plus impliqué. Bonjour Monsieur le Président, merci pour votre intervention. Je voulais juste poser une question sur l'usage des réseaux sociaux et du numérique actuellement dans la démocratie. Actuellement, donc c'est un fait. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes a débuté non pas à cause de syndicats, non pas grâce aux syndicats, non pas autour de personnalités autour desquelles les personnes pouvaient se rassembler, mais bien à cause ou grâce aux réseaux sociaux. Et d'un autre côté, on a par exemple Donald Trump qui a bien compris l'enjeu et qui, avec ses tweets récurrents, utilise donc ces réseaux sociaux. Donc ma question c'est comment ou dans quelle mesure la démocratie a-t-elle ou doit-elle intégrer, analyser, utiliser ou interpréter ces réseaux sociaux ? Allô? Oui. Par là. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir tout à l'heure, vous parler de l'Afrique. Je vais un peu revenir là-dessus, je suis désolé. Je pense que le problème africain incombe aux Africains d'abord. Donc je suis résolument convaincu que c'est à nous, Africains, je suis insuffisant, de proposer des pistes de solutions à des différents problèmes qu'on a. Mais malheureusement, notamment dans les pays francophones, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali que vous venez d'évoquer, on sait tous que la France a quand même un poids énorme et que dans la plupart des cas, la France prend des décisions, comme vous l'avez dit, pas forcément dans le cadre de l'amélioration, du renforcement de la démocratie, mais plutôt pour ses intérêts, quelquefois égoïstes. Ma question c'est, est-ce que vous croyez que la France peut jouer un impact, peut prendre des actions concrètes pour notamment améliorer la démocratie en Afrique, francophone notamment, ou alors vous pensez que, comme je l'ai dit au tout début, que le problème incombe aux Africains, c'est plutôt aux Africains de proposer des pistes de solutions aux problèmes que nous avons. Je finis par parler aussi des problèmes migratoires. Je pense bien que vous savez que tout ce qu'on voit en Afrique en ce moment est aussi dû au fait qu'on n'a pas une démocratie, qu'il n'y a pas de politique économique adaptée,
Ce qui fait que des dizaines de milliers de jeunes Africains sont, je dirais, obligés d'aller chercher ailleurs parce que naturellement, on a tous envie de chercher à survivre. Donc, est-ce que vous pensez que la France, notamment, peut jouer un impact pour éviter ou pour limiter en tout cas ce flux migratoire? Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez descendre le micro là, qu'on puisse entendre tous la question? Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur l'ancien président. Je m'appelle Louyan, je viens de Chine. Et en fait, c'est une question sur l'origine de démocratie. Est-ce que vous pensez que le système démocratique, c'est un système créé par le gouvernement ou le système est né naturellement avec l'amélioration du niveau de vie de tout le monde? Et la deuxième question, c'est que, comme ce que vous avez dit, la notion démocratie, c'est une notion assez universelle. Mais la situation, la culture et aussi l'histoire de chaque pays est assez différente. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il existe un critère commun pour mesurer la démocratie? Et est-ce que vous pensez que la démocratie, c'est l'excuse de certains pays pour intervenir la politique de certains autres pays? Merci beaucoup, merci beaucoup. Il fallait que cette question soit posée quand même. Je la sentais derrière mon dos. Et comme il y avait 1,4 milliard de personnes qui étaient concernées... Bon, sur les deux premières questions, le tirage au sort. Aussi bien pour une question d'enjeu particulier, le climat, qui est en fait un enjeu global, que pour faire venir des citoyens tirés au sort dans les assemblées. Le tirage au sort, dans l'histoire de la démocratie, a toujours été évoqué, débattu, y compris dans les assemblées révolutionnaires, où bien sûr il y avait un vote, mais on pouvait aussi se poser la question de savoir s'il n'y avait pas un droit des citoyens à venir interpeller ou à venir, si on les invitait, dans certaines assemblées. L'idée de démocratie directe, l'idée de démocratie impérative, du mandat impératif, c'est un moment aussi installé. Alors je reviens au sujet lui-même. Je pense que la Convention citoyenne sur le climat, on verra quels sont ses résultats, était une bonne approche. Parce que il était important que des citoyens choisis par une méthode qui ne laissait aucun doute sur leur caractère représentatif puissent prendre le temps nécessaire et avec des expériences très différentes pour aboutir à un certain nombre de propositions. Est-ce qu'on peut renouveler cette expérience? On verra ce qu'elle donnera, mais est-ce qu'on peut le faire sur d'autres sujets, par exemple la retraite, la santé? Je crois que c'est très difficile. Il faut que ce soit sur un thème qui est de long terme et qui va pouvoir mobiliser toute une société et intéresser toutes les générations. Et par exemple, sur la question climatique, on pourra peut-être régulièrement faire cette convention citoyenne. Si maintenant on voulait généraliser et se dire, est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le Parlement des personnes tirées au sort? Alors, c'est là qu'on rencontre des problèmes techniques, qu'on a vu d'ailleurs pour la Convention citoyenne, et je m'en suis souvent amusé. Pour trouver 150 citoyens, il a fallu avoir un panel de 100, peut-être 150 000 personnes, pour être sûr qu'on avait
les échelles représentatives qui donnaient la certitude qu'on aurait des citoyens qui correspondent vraiment à la représentation de la France. Et avec toujours des cocasseries. Cohn-Bendit a été lui-même appelé comme citoyen pouvant participer à cette convention. Il a décliné. Mais ça fait longtemps qu'il est dans le débat participatif. Donc depuis mai 68, il n'a pas attendu d'être élu. Donc la deuxième question, c'est, une fois que le citoyen a été ainsi choisi, c'est assez long comme processus, il lui faut du temps. Parce qu'il va falloir qu'il se consacre pendant plusieurs semaines ou plusieurs fins de semaine à la question. Et il faut aussi de la formation. Et donc la Convention citoyenne a pris beaucoup de temps pour faire venir des experts devant cette communauté, cette collectivité, cette assemblée, et pour transmettre un certain nombre d'informations que beaucoup n'avaient pas. Et il fallait aussi que l'information soit la plus exacte, scientifique possible, pour qu'elle ne soit pas un élément de pression. Enfin, il faut qu'à un moment, ces personnes soient indemnisées. Parce qu'elles font un travail, quelquefois elles sont absentes pour leur emploi, et donc il est assez légitime de les indemniser. Alors quand vous mettez tout ça bout à bout, avoir un collège assez large, former les candidats, puis les indemniser et leur demander beaucoup de temps, vous inventez la démocratie électorale. Sauf que la différence, c'est plus le tirage au sort, c'est l'élection. Donc on peut, à mon sens, utiliser le tirage au sort pour certains sujets, pour certaines circonstances, quelquefois faire travailler ces citoyens avec des élus, mais l'idée que la démocratie pourrait se faire simplement par un tirage au sort et oublier ce qu'est la notion de représentation, ce qu'est la notion de légitimité, ce qu'est aussi le rôle des partis politiques. Il n'y a pas de démocratie sans parti politique, c'est-à-dire sans collectif qui réfléchit et qui sélectionne des candidats, à condition que ce soit des collectifs démocratiques eux-mêmes. Mais si, comme c'est un peu le cas en ce moment, les partis sont aussi faibles, la démocratie, forcément, est à leur image, faible et fragile. Et les grandes démocraties, c'est là où il y a des grandes formations politiques qui irriguent la société, qui l'inspirent et qui créent de l'engagement. Moi, quand je me suis engagé au Parti socialiste, c'était il y a longtemps, c'est parce que j'ai été convaincu, pas simplement par une personne, j'étais convaincu que je pourrais y jouer un rôle, que je pourrais prendre ma place et que ça correspondait à mes idées, que j'avais envie de les transmettre. Donc c'est ça le rôle d'une formation politique, et ça, le tirage au sort ne peut pas, bien sûr, s'y substituer. Alors les réseaux sociaux, ça c'est là aussi un autre défi que rencontre la démocratie. Dans les dictatures ou dans les régimes autoritaires, les réseaux sociaux sont totalement contrôlés. D'ailleurs, c'est un des critères que vous allez dans un pays, est-ce que les réseaux sociaux sont libres ou pas libres? Vous avez une information sur le pays en question. Mais pour une démocratie, et pour un président de la République, les réseaux sociaux, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre. Alors, d'abord, parce qu'il vaut mieux pas regarder ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être un peu en paix pour trouver le sommeil, mieux vaut ne pas aller chercher, après une intervention, toutes les réactions. C'est souvent violent, brutal, comme c'est anonyme, on se laisse aller, comme c'est des groupes assez organisés qui quelquefois les polluent, bon bref, vous connaissez tout ça. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi ce qui va permettre de faire éclore des informations que le système médiatique n'a pas pu encore maîtriser. C'est ce qui va permettre à des leaders d'apparaître et à un moment de créer un mouvement. On l'a vu d'ailleurs avec les Gilets jaunes, même si ces leaders ne durent pas longtemps. C'est ce qui va permettre à des mouvements, on a vu avec les printemps arabes le rôle des réseaux sociaux. Donc ça a aussi cette façon d'aller beaucoup plus vite, d'accélérer les mobilisations. Avant, pour décider d'une grève, décider d'une manifestation, il fallait des jours entiers à distribuer des tracts, à téléphoner. Aujourd'hui, par le réseau social qui est le vôtre, vous arrivez à toucher énormément de gens. C'est aussi un problème parce que les réseaux sociaux ont fini par
capter, mobiliser l'attention des citoyens. Et il trouve là ce qu'il pense être des informations qui, jusqu'à présent, étaient du domaine de la presse, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, la presse radio, et qui pouvaient, quelles que soient les sensibilités, apporter une garantie à peu près de fiabilité quant à la source de l'information. Là, il y a des informations qui viennent en concurrence les unes les autres. Certaines ne sont pas des informations, sont des manipulations, d'autres sont des informations, mais ont du mal à s'imposer. La différence entre la vérité et un mensonge n'est pas toujours en faveur de la vérité. Et le mensonge, quelquefois, est plus intéressant à lire que la vérité. La vérité est quelquefois décevante. En revanche, le complotisme peut trouver davantage sa place. On a vu aussi, à travers les réseaux sociaux, comment, y compris les fondamentalistes, les radicalisés pouvaient trouver aussi des moyens d'action. Et combien les réseaux sociaux pouvaient aussi créer de la négation, y compris d'un certain nombre de faits historiques. Et là aussi, on a vu que la dérision pouvait être utilisée sur les réseaux sociaux et qu'il y avait un nombre de partages pour un certain nombre d'individus qui n'étaient pas les plus recommandables quant à leur expression. C'est ainsi. On ne va pas interdire les réseaux sociaux. On peut essayer de contrôler davantage et de responsabiliser les fournisseurs d'accès. Donc on doit vivre avec les réseaux sociaux. Comme hier, on devait vivre avec les libelles, les bulletins, les désinformations de toutes sortes. Ça fait partie de ce qu'est la nouvelle donne de la démocratie. Comment vivre avec. Et c'est vrai que celui qui a compris peut-être le mieux comment il pouvait utiliser les réseaux sociaux, non pas pour subir, mais pour agir et peser, c'est Donald Trump. Donald Trump, il n'a même plus besoin de Fox News, il n'a même plus besoin de télévision. Il est la télévision. Il est le journal. C'est pour ça qu'il peut mépriser la presse. Il est la source de l'information. Et on a pensé longtemps que c'était des tweets d'humeur qu'il faisait. C'est possible. Des tweets d'insomnie, c'est également une hypothèse. Non, c'est une construction en réalité. C'est-à-dire que c'est lui qui maintenant nous impose et son rythme et son information. Il n'a plus besoin de médiation, il n'a plus besoin de trouver par des conférences de presse, il en a fait assez peu, par des discours, c'est rare, par des papiers dans la presse, par des livres de réflexion. Je ne crois pas que ce soit tout à fait son tempérament, ni là où il est le plus doué. Mais en revanche, il est parfaitement en avance sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est lui qui va à chaque fois nous imposer, nous imprimer ces décisions, y compris quand il décide de l'assassinat du général iranien. C'est lui. Il ne fait pas un communiqué du Pentagone en détaillant exactement ce qui s'est produit. Il met le drapeau américain. De la même manière, quand il va déchirer un accord climatique, c'est lui qui va l'imposer. Et quand il y a eu l'opération contre Baghdadi, c'est lui qui a utilisé les mots qui ont pu nous heurter, mais c'est lui qui va fixer sa ligne de communication. Alors, est-ce qu'il faut emprunter les mêmes méthodes? Est-ce qu'il faut nier le rôle de tous les intermédiaires, de tous les médiateurs, de tout ce qui a fait la démocratie jusqu'à présent? Je crois qu'il faut résister à ça et utiliser, bien sûr, autant qu'il est possible, les réseaux sociaux pour faire passer une information. Moi, je suis donc... j'ai été président au moment où les réseaux sociaux ont pris vraiment leur dimension planétaire et leur place en France. Et on me disait, mais il faut, plutôt que de faire des conférences de presse, plutôt que de faire des allocutions, des discours, il faut mettre sur les réseaux sociaux. J'ai résisté très longtemps. Et je ne m'en plains pas parce que je pense que c'était très important de garder une forme de communication présidentielle différente. Mais
je vois bien que c'est assez légitime de vouloir utiliser davantage les réseaux sociaux. Obama le faisait avec beaucoup de talent, mais il a été totalement dépassé par Donald Trump. Donc comment faire? Eh bien ça dépend des citoyens. Tout à l'heure, c'était assez juste ce qui était dit. Il y a un moment où il faut que le citoyen lui-même, puisqu'il a ce pouvoir-là, puisque c'est lui qui est finalement le maître d'œuvre sur les réseaux sociaux. Il y a un moment, il ne faut pas attendre des règles, il ne faut pas attendre des lois, il faut s'engager soi-même. Il faut essayer de faire sa propre police, il faut faire essayer sa propre justice, non pas une justice privée, mais une justice démocratique. Il faut soi-même investir les réseaux sociaux, imposer un langage, imposer une forme aussi de contradiction par rapport aux contre-vérités. Ça, c'est vraiment ce qui relève de vous, ce qui va vous, sans doute, y compris dans vos activités économiques, combien on voit qu'une entreprise peut être menacée par une campagne sur des réseaux sociaux, comment une organisation peut être détruite, mais comment aussi des farceurs et des manipulateurs peuvent utiliser les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un enjeu d'engagement citoyen, et donc je ne vous demande pas de ne pas utiliser les réseaux sociaux, je vous demanderai même peut-être de les utiliser encore davantage. C'est par un investissement sur les réseaux sociaux qu'on arrivera à trouver la réponse. Sur l'autre question sur l'Afrique, finalement, ce que disait notre interlocuteur, c'est aux Africains eux aussi. Mais sauf que ce n'est pas facile pour l'opinion publique africaine, pour les jeunes Africains, les étudiants africains, ce qu'on appellerait ici la société civile africaine. Pas facile face à des pouvoirs qui parfois manipulent les élections, par rapport aussi à des pouvoirs qui se sont installés depuis tellement d'années, qui ont joué sur les rivalités tribales ou sur les questions ethniques. Pas facile d'intervenir. Mais comment on peut faire la France si elle est dans une forme de tutelle? C'est insupportable. Si elle est dans une forme d'indifférence, c'est aussi insupportable. Si elle est dans une forme de complicité, ce qu'a été la France-Afrique, c'est donc inacceptable. Donc nous devons faire en sorte aussi d'accueillir des étudiants africains, comme vous le faites ici, de faire en sorte que ces élites africaines prennent davantage de responsabilités et que nous rappelions qu'il y a des règles démocratiques qui valent partout. Sur la question migratoire, à l'évidence, si on ne maîtrise pas les politiques économiques, les politiques démographiques, les politiques éducatives, les politiques climatiques, il y aura toujours des mouvements migratoires. Et ça sera doublement problématique pour les pays qui laissent passer ou qui laissent partir, faute de leur proposer un avenir, les jeunes qui pourraient s'investir dans leur propre pays, et nous, dans les pays européens, d'affronter les peurs par rapport à ce que représente l'immigration. La dernière question, pour rester sur une tonalité positive et ouverte, est-ce que l'amélioration du niveau de vie conduit à la démocratie? Franchement, je l'ai pensé. Et c'est d'ailleurs tout le pari qui avait été fait, y compris sur l'unification européenne, sur les politiques de développement, sur les économies ouvertes, sur la mondialisation. En gros, la mondialisation, c'était d'abord des intérêts économiques, c'est sûr. Sûrement que les firmes multinationales y avaient intérêt. C'était aussi pour développer le commerce, mais c'était aussi pour permettre à des pays qui étaient dans un état de développement peu assuré, de pouvoir connaître une longue période de rattrapage, puis ensuite d'émergence et pour une partie de prospérité. Et la Chine a fait partie de ce mouvement-là. Est-ce que pour autant la démocratie est venue? Non. C'est pas parce qu'on a un meilleur pouvoir d'achat, qu'on a de l'emploi, qu'on est sorti de la pauvreté, qu'on va spontanément décider de participer à des scrutins qui ne sont d'ailleurs pas organisés. On va demander des droits. C'est déjà tellement important d'être sorti du sous-développement. Donc ça n'est pas aussi mécanique, ce n'est pas aussi linéaire. D'ailleurs, la démocratie s'est installée parfois dans des sociétés comme les nôtres,
où il n'y avait pas de prospérité, mais où il y avait une aspiration à la liberté. Deuxième réflexion qui nous est aussi proposée, c'est est-ce que l'histoire n'a pas aussi son rôle à jouer? C'est vrai que l'histoire, quand on connaît ce qu'a été la Chine, ou ce que reprend d'autres pays, une histoire heurtée, mais une histoire longue, la démocratie n'était pas nécessairement le point de passage ou le point ultime. Donc il faut tenir compte de l'histoire et être respectueux à l'égard de cette histoire. Et de voir d'où vient la Chine et qu'est-ce qu'elle a fait comme progrès considérable. Et puis enfin, il y a la question, est-ce que 1,4 milliard de personnes, c'est facile à gérer? C'était l'argument des présidents chinois. Vous avez déjà du mal, vous, à gérer 60 millions d'habitants? Vous imaginez, nous, 1,4 milliard, ce qu'on a à faire à travers les différences religieuses, linguistiques, de développement? Laissez-nous du temps. Et je peux comprendre cette position. Laissez-nous du temps. Laissez-nous aussi assurer la stabilité, la sécurité. Toutes ces questions, elles méritent d'être effectivement partagées. Et puis, il y a la question de l'ingérence démocratique. C'est vrai que, j'évoquais les États-Unis, n'ont pas toujours servi la cause de la démocratie en voulant l'imposer à d'autres, comme nous avons pu le faire dans les pays anciennement colonisés. Et la démocratie ne doit pas être une imposition, il ne doit pas être une volonté de généraliser un système. Ça doit être véritablement une conviction. C'est mieux d'être en démocratie. C'est tellement mieux, y compris pour régler des problèmes comme ceux que nous avons devant nous, que ce soit le climat ou les inégalités ou le désarroi d'un certain nombre de catégories. C'est quand même mieux d'être dans un pays de liberté, de culture, de dépassement, de pluralisme. Et même si c'est pénible d'avoir les réseaux sociaux, c'est pénible d'avoir un certain nombre de forces extrêmes, notamment d'extrême droite, c'est pénible de voir les risques qui peuvent peser sur nous, mais on y répondra non pas par des moyens de coercition, on y répondra par la démocratie et par l'engagement. Et donc, si j'ai un message à vous transmettre, c'est pour ça que je suis resté en heure supplémentaire ce soir, c'est engagez-vous. Alors engagez-vous pas nécessairement dans les partis, c'est pas, même si à un moment il faut quand même le faire, dans les élections sûrement, mais engagez-vous pour des causes, engagez-vous pour que ce ne soit pas simplement votre vie professionnelle qui soit réussie, engagez-vous pour que la société soit meilleure. C'est vraiment le message d'une génération, et c'est pour ça que c'est bien qu'elle se préoccupe du climat. À un moment, il faut s'engager pas simplement pour sa vie ou sa survie, il faut s'engager pour la vie des autres. Et si vous êtes rassemblés dans une assemblée là, il n'y a pas été tiré au sort, qui est venu volontairement, c'est aussi parce que vous cherchez les bons moyens de vous engager pour la collectivité. Merci.